4月4号至7号，欧洲卫视双语快讯开通特别节目，关注法国总统马克龙访华行程。欧洲卫视首席特派记者陈晨进行全程跟踪报道。Du 4 au 7 avril, un numéro spécial est consacré à la visite en Chine du président français, avec notre envoyé spécial Sylvie Chen. 马克龙总统演讲结束之后，3名中国学生分别向他提出了一个问题。第一个问题，高等教育的目标是什么？如何来培养未来的年轻人？第二个问题 ，GPT 人工智能将如何影响高等教育？另外，它能给社会带来什么好处？有什么风险？第三个问题，世界各国如何共同应对传染病、老龄化、慢性病等公共卫生挑战？如何使所有人都能够获得医疗服务？以下是法国总统的回答。首先是他对第一个问题的回答。他说，高等教育有3个目标，首先是让年轻人掌握必要的知识，以便在这个世界上生存。第二个目标是使你具备批判精神，这不是批评别人的精神，而是质疑自己，质疑你所获得的知识的性质，这使你具备独立判断的能力。第3个目标是自信，有些时候我们会怀疑自己和自己掌握的知识。教育的作用是带来自信，习惯与他人合作，合作才能让我们在一个不确定的环境中发展，因为这才能让社会进步。以下是法国总统对有关人工智能和技术发展的第2个问题的回答。算法和数据的积累，以及与量子计算相配套的计算能力的结合，造成了这种技术创新超速发展的局面。然后就出现了你刚才提到的 GPT 聊天等消费产品，这是全球智能的成果。面对这种情况，我们必须努力地以开放的心态和人文精神来对待这种转变。人文主义精神意味着不惧怕新事物。技术转型将对我们的学习、教学和发展方式产生干扰，而我们必须确保这种转型会有好的结果。技术必须为人类服务，因此要利用科技达到我们的目的，让智能技术能够使我们的生活更加和谐。虽然有文化和文明的差异，但要保证人类和谐的生存。以下是总统对第3个问题的回答，即在健康领域需要应对的挑战。他说，某些大流行病和传染病正在加速传播，我们必须尽快了解这一点，并积极推进研究工作。第2个挑战是，当我们谈论全球健康时，需要努力确保所有人口都能够获得初级医疗保障，因为仍有几十亿人没有获得基本的医疗保障。有3个解决方案：第一，实现财政层面上的国际团结，以巩固初级卫生保健系统；第2，捍卫自由开放的研究；第3，在国际层面上打破科学和公共政策之间的壁垒。医生应该与生物学家和基础研究人员合作，也应与兽医、气候和生物多样性专家进行合作，因为这些问题之间的相互影响是至关重要的。Après le discours du président, 3 étudiants chinois lui ont posé chacun une question. Première question, quels sont les objectifs de l'enseignement supérieur pour former les jeunes esprits tournés vers l'avenir? Deuxième question, comment l'intelligence artificielle comme le chat GPT va impacter l'enseignement supérieur? Troisième question, comment les pays du monde entier peuvent-ils travailler ensemble pour relever les défis de la santé publique, tels que les maladies infectieuses, le vieillissement, les maladies chroniques, pour que l'accès aux soins médicaux soit à la portée de tous? Voici la réponse du président français à la première question sur les objectifs de l'enseignement supérieur. Et donc, pour moi, il y a 3 objectifs, c'est-à-dire doter les élèves puis les étudiants des connaissances nécessaires pour pouvoir évoluer dans le monde, des principes ou des fondements. Je crois que le deuxième objectif, c'est de vous doter d'un esprit critique. Et l'esprit critique, il faut le prendre dans le sens plus générique du terme dans la langue française. Ce n'est pas un esprit pour critiquer les autres, ce n'est pas négatif. Mais c'est pour vous interroger sur vous-même ou la nature des connaissances qu'on vous transmet. C'est ce qui vous donne une forme d'indépendance et qui fait que vous êtes à ce moment-là justement en capacité de juger et de distinguer parfois le vrai du faux, de remettre les choses dans leur contexte. Et la troisième chose, c'est la confiance en soi. C'est-à-dire que il y a toujours des moments, et ça va avec l'esprit critique, où on doute de nous-mêmes, des connaissances. Mais je pense que le rôle de l'éducation, je ne vais pas dire que c'est de rendre heureux, parce que c'est un projet de vie qui dépasse et celui de la cité, de la vie politique et de l'éducation, mais c'est d'apporter de la confiance, s'habitue à travailler avec les autres, à coopérer, à poser des questions comme vous venez de le faire, à évoluer dans un environnement qui n'est pas forcément évident, parce que c'est ce qui permet dans la société ensuite de progresser et d'évoluer.
Voici la réponse du président français à la deuxième question sur l'intelligence artificielle et les évolutions technologiques. Le mariage de l'algorithme, de l'accumulation des données et de la puissance de calcul qui va avec le quantique crée cette situation d'hyperaccélération des innovations technologiques. Avec des émergences grand public comme ChatGPT que vous avez mentionné, et d'autres viendront. Ça, c'est le fruit, si je puis dire, de l'intelligence mondiale. Face à cela, comme pour tout, et ça rejoint un peu la réponse que je faisais à votre collègue, il faut essayer d'avoir un esprit éclairé, c'est-à-dire d'avoir une approche, je crois, humaniste de cette transformation. Qu'est-ce que ça veut dire avoir une approche humaniste? D'abord, ça veut dire qu'on ne doit pas en avoir peur. Ce n'est pas parce que c'est nouveau qu'il faudrait le rejeter. Et je dirais de manière strictement pragmatique, de toute façon, ça existe, ça se passe, donc il y a aussi une compétition qui est en train de se faire. Beaucoup sont en train d'innover, d'investir partout sur ces sujets dans la planète. C'est là. Mais il faut veiller à ce que cette transformation technologique, cette accélération, qui a des répercussions complètes sur la manière d'apprendre, d'enseigner, d'évoluer, parce que nos jeunes enfants sont maintenant, ont accès à cela, de travailler, d'être dans la société, et une évolution souhaitable. Et donc, on ne doit pas s'en cacher, mais le moteur ne doit pas être technologique, il doit être au service de l'humanité. Et donc, poursuivre les fins qui sont les nôtres, qui est de pouvoir vivre en harmonie dans nos sociétés, avec des différences culturelles, civilisationnelles, mais d'avoir une évolution harmonieuse. Voici la réponse du président à la troisième question sur les défis à relever en matière de santé. Le défi de la santé au XXIe siècle, pour moi, il est double. Un, on a une accélération de certaines pandémies, de maladies infectieuses qui arrivent de manière très rapide, parce que nous sommes une planète mondialisée qui s'est dérégler, et donc il y a une accélération et une émergence de maladies infectieuses nouvelles. Et donc il faut comprendre le plus vite possible, et il y a, si je puis dire, un effort sur la recherche très important. Mais le deuxième point qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand on parle de santé mondiale, il y a un énorme effort à faire pour l'accès de toutes les populations à la santé primaire et à la protection. Parce qu'on a aujourd'hui encore plusieurs milliards d'habitants de notre humanité, de notre planète, qui n'ont pas accès à ces soins primaires, et on l'a vu pendant la pandémie. Pour le faire, il y a 3 réponses. La première, la solidarité internationale sur le plan financier pour consolider, ou parfois bâtir ou rebâtir, les systèmes de soins primaires. La deuxième chose, c'est de défendre absolument, et je le dis dans une université, la recherche libre et ouverte. Puis la troisième chose, c'est qu'il faut justement avoir une approche cohérente sur notre organisation, avec l'évolution que j'évoquais, qu'il faut, en même temps qu'on a une science libre et ouverte, décloisonner les disciplines et les politiques publiques au niveau international. Et donc que les médecins travaillent avec les biologistes et les chercheurs fondamentaux, ce qui existait déjà largement avant, mais également avec les vétérinaires, avec les spécialistes du climat, avec les spécialistes de la biodiversité, parce que l'interaction entre ces questions est aujourd'hui essentielle. Bonjour tout le monde, je suis Guo Yuhang Charles, j'ai 22 ans et je suis un étudiant de l'Institut franco-chinois de l'énergie nucléaire. Pour moi, aujourd'hui, c'est un plaisir d'être si rapproché de M. Emmanuel Macron, le président, et j'ai l'impression qu'il est une personne très gentille, il parle de façon modérée, très clairement, et pour mes questions, il a bien répondu à tous les points que j'ai mentionnés, et j'ai l'impression que ces conseils sont vraiment utiles pour mon futur, d'être vraiment une personne bien préparée pour l'avenir. 我叫陈若彤，是来自中山大学中法和学院的一名学生。然后今天有幸来到现场，能够亲眼见总统一面，我感到非常的高兴，因为这是一个特别难得的机会。然后因为我们学院是中法合办的一个学院，平常有很多机会能与法国老师交流，也学到了很多法国文化。然后这一次能够怎么说，能够亲身与法国总统吧，来交流彼此对于世界上话题的一些看法，我感到非常的荣幸。欧洲卫视首席特派记者陈晨采访了2位出席马克龙总统演讲的法国机构负责人。 Parmi les personnes qui ont écouté le discours du président français
figuraient des chefs d'entreprise français, dont 2 ont été interviewés par notre envoyée spéciale Sylvie Chen. Pour nous, à Canton en particulier, c'est formidable que la visite puisse mettre un peu en lumière cette ville qui est dynamique, avec beaucoup d'apprenants de français. Et en tant que directeur de l'Alliance française de Canton, bien sûr, notre alliance est la plus ancienne de Chine continentale. Nous avons plus de 30 ans. Donc nous espérons que cela poussera un nombre important de Chinois et en particulier de jeunes Chinois vers la langue française et à apprendre cette langue qui est une véritable langue d'ouverture et de communication. Oui, on est ravis parce que c'est la première fois qu'un président français vient dans la ville de Guangzhou. Ça n'avait encore jamais été le cas. Le président Macron auparavant était venu à Xi'an et à Shanghai et à Beijing. Et c'est la première fois qu'il est donc dans la province du Guangdong, dans le Greater Bay Area, le GBA, qui est une région très dynamique et une des régions aujourd'hui qui compte en Asie.